Vous êtes des générations futures. J'espère que vous en êtes conscients. C'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. Des générations futures, c'est tous les gens qui sont nés après 92, donc je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle, donc bienvenue aux générations futures. Le problème dont je vais vous parler maintenant n'est pas un problème de génération future, c'est un problème de génération bien présente, puisqu'il a commencé à se manifester et vous êtes bien présents. L'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. C'est ça l'énergie en physique. Donc dès que vous avez un système qui change d'état, qui change de température, qui change de vitesse, qui change de forme, qui change voilà, n'importe quoi, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Donc c'est une grandeur physique, avant d'être un sujet de débat politique. Donc, appliqué aux hommes, ça veut dire que les hommes n'ont pas d'autre possibilité en ce qui concerne l'énergie que d'extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà et de l'utiliser à leur profit. Alors, utiliser de l'énergie, en fait, ça veut dire en pratique la mettre dans un convertisseur, c'est-à-dire que vous rentrez l'énergie dans un système physique qui va vous en sortir autre chose. Et puis un jour, il y a des ingénieurs géniaux qui sont arrivés en disant « Mais moi, j'ai beaucoup mieux que ça, monsieur. J'ai un truc qui s'appelle le moteur. » Alors, le moteur, c'est un autre convertisseur, tout à fait inerte aussi, fait de métal, et qui est capable de manger une énergie que vous n'êtes pas capable de manger, parce que vous ne mangez pas du pétrole, enfin, vous ne buvez pas du pétrole, c'est pas terrible, du reste, je ne vous le conseille pas. Mais par contre, ces convertisseurs-là sont capables d'exploiter à leur profit des énergies dont nous ne faisons rien, du pétrole, du gaz, du charbon, voire de l'uranium, et d'en sortir des quantités de transformation de l'environnement absolument considérables par rapport à ce que nos muscles sont capables de faire. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous verrez énergie quelque part dans un article de journal, un discours, etc., vous barrez énergie et vous remplacez par machine. Dit autrement, utiliser de plus en plus d'énergie, c'est utiliser de plus en plus de machines. Alors, la quantité d'énergie que vous utilisez, vous, il y en a une petite partie que vous voyez en direct, l'immensité, vous ne la voyez pas. Personne n'est rentré tout nu dans cette salle. C'est interdit en France, du reste. Alors, ce que vous avez fait pour ne pas être tout nu, c'est que vous êtes habillé ce matin. Eh bien, en vous habillant, vous avez utilisé à votre profit des milliers de machines, vous vous en êtes même pas rendu compte. Tous ceux qui ont des fibres naturelles, du coton, du lin, etc., ont utilisé, sans s'en rendre compte, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des machines qui ont entreposé ça dans des silos, des camions. Si vous êtes vêtu avec des fibres synthétiques, donc tous les polis machins chouettes, eh bien, vous avez utilisé des dérivés du pétrole. Donc vous avez utilisé, sans vous en rendre compte, une plateforme pétrolière, une raffinerie, un vapocraqueur, etc. Donc en une minute, vous avez exploité des milliers de machines à votre profit. Donc ça veut dire qu'un homme au travail, il a en gros la puissance absorbée d'une ampoule électrique. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Je prends un tracteur. Eh bien, un tracteur, il a la même puissance mécanique que quelques centaines de paires de jambes. Un camion développe la même puissance que 4000 fois les jambes du conducteur. À un instant donné, il y a une personne dans la cabine de pilotage qui maîtrise 100 millions de watts de puissance. Je vous rappelle que la puissance d'un homme, c'est 100 watts avec ses jambes. D'accord ? Donc le type, avec des joysticks, il a multiplié sa puissance musculaire par 1 million. Donc ce que vous voyez, c'est que la quantité d'énergie mobilisée par personne, c'est-à-dire la quantité de machines mobilisées par personne, a considérablement augmenté en l'espace d'un siècle et demi. C'est ça la révolution industrielle, et c'est ça, j'insiste encore une fois, qui fait l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Donc l'énergie qui permet de mettre en route des machines a de fait multiplié la capacité de transformation de l'environnement de chaque terrien par un facteur 200. Je vais vous le dire encore autrement, nous sommes un peu plus de 7 milliards sur Terre. S'il n'y avait pas les machines et l'énergie, pour avoir la même production annuelle, il faudrait qu'on soit 1400 milliards. Le smicard français, grâce à l'énergie, vit aujourd'hui comme un nabab. C'est ça le drame politique de cette affaire. Vous ne pouvez pas lui dire, mais c'est la réalité. C'est ça le drame politique de cette affaire. Et même le mode de vie du smicard français, ça qu'on va voir dans pas longtemps, n'est pas durable. C'est-à-dire qu'il est déjà trop élevé par rapport à ce que la nature est capable de nous offrir en combustible, en capacité d'épuration du CO2, etc. Vous voyez là l'importance quantitative des ENR dans le monde par rapport aux autres formes d'énergie. À l'évidence, ça n'est absolument pas reflété par l'importance de ces sujets-là dans la pagination du journal. Pour chacune des énergies qu'on utilise sur Terre, ce graphique ne vous donne pas la quantité qu'on utilise aujourd'hui, mais l'augmentation ou la baisse entre 2000 et 2018. Eh bien, vous voyez que ce qui a le plus augmenté entre 2000 et 2018 et de très très loin, ce n'est pas du tout les énergies renouvelables, c'est les énergies fossiles. Je vais vous le dire d'une autre manière, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais je trouve ça très rigolo. Si vous buvez une bouteille de whisky par semaine, et que votre médecin vous dit vous devriez quand même y aller mollo, vous dites pas de problème,
je passe à 1,2 bouteilles de whisky, mais je rajoute un verre de jus d'orange. Est-ce que vous pensez que votre foie voit sa condition s'améliorer? On n'est pas du tout en train de régler notre problème. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et vous voyez que les nouvelles énergies renouvelables, en violet, là, ne sont toujours pas en mesure de compenser le nucléaire hors absolu qui est juste en dessous, plus le gaz, plus le pétrole, plus le charbon qui sont également juste en dessous. Sans compter, petite parenthèse, qu'aujourd'hui, la baisse de coûts qu'on a sur ces énergies-là sont issues de la productivité des énergies fossiles. Le jour où vous n'avez plus que des éoliennes et des panneaux solaires pour aller chercher le cuivre dans les mines, pour transporter les éléments intermédiaires, pour faire fonctionner la grue qui érige l'éolienne, etc., on en reparlera du coût de l'éolien. Donc aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai mon 1,5 bouteille de whisky qui me permet de faire mon jus d'orange que mon jus d'orange n'est pas cher. Mais le jour où j'ai plus le whisky pour faire le jus d'orange, on en reparlera du prix du jus d'orange. Donc aujourd'hui, faites attention à cette illusion d'optique qui est que ce qu'on a coutume d'appeler des solutions, c'est aussi vrai pour les batteries, les voitures électriques, etc., hérite de la formidable productivité que nous avons grâce aux énergies fossiles. Donc l'économie qu'on va vous apprendre ici, je suis désolé d'être très désagréable avec la puissance invitante, elle est basée sur un système de pensée qui se résume à ça. Vous avez deux facteurs productifs qui sont le travail et le capital humain, et ça permet de remplir le supermarché. Et si le supermarché n'est pas assez rempli, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat n'est pas assez haut, on botte le cul des gens qui ne veulent pas travailler, on botte le cul des banquiers qui ne veulent pas investir, et le système est censé repartir. Alors ça fait 10 ans qu'on fait ça dans ce pays, et ça fait 10 ans que, comme disait ma fille quand elle avait 2 ans et demi, ça mieux pas. La représentation du système, c'est que pour avoir ce que vous avez à droite, qui sont des ressources transformées, vous avez besoin des ressources à transformer. Je le redis, vous ne créez pas, tel Harry Potter, les atomes de cuivre et de fer qu'il y a dans les objets qui contiennent du métal. Et vous avez besoin de la capacité à les transformer, ce qu'on appelle du travail. Et ce travail, avec ce que je vous ai exposé avant, il vient pour 1 de nos carcasses et pour 200 des convertisseurs extracorporels que nous avons créés, qui s'appellent Superman. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, c'est une représentation synthétique physique de l'économie. Cette énergie fossile, vous êtes assis dessus. Les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, c'est du pétrole. Les vêtements que vous portez, c'est du pétrole. Le masque qu'on vous oblige à porter, je suis désolé pour vous, moi j'ai le privilège de causer et de ne pas l'avoir, du pétrole. Ceux qui coiffent ce micro, du pétrole. Ce truc en plexiglas, du pétrole. Vous marchez sur du pétrole, la moquette c'est du pétrole. Tout à l'heure à midi, vous allez manger du pétrole. Des tracteurs, des engrais, des camions qui ont amené tout ça jusqu'ici. Le shampoing, du pétrole. Vos lunettes, du pétrole. Le vernis, du pétrole. Tout du pétrole. Du pétrole partout. Du pétrole partout. Absolument partout. Nous vivons dans une baignoire de pétrole. Le stock de combustible fossile qu'il y a sous terre, il est donné une fois pour toutes. D'accord ? On a un héritage, le Mère Nature nous a légué, cet héritage ne change pas. À partir du moment où vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, les mathématiques vous interdisent que vous puissiez avoir une production indéfiniment croissante. On est d'accord ? Sinon, ça veut dire que le stock est infini. C'est même interdit d'avoir une production indéfiniment constante, parce que sinon le stock est toujours infini. Tout ce que vous avez le droit d'avoir, c'est une production qui part de 0 à moins l'infini, qui finit à 0 à plus l'infini et qui passe par un maximum entre les deux. Alors ce que je vous dis, ça vaut pour le pétrole, mais ça vaut pour le gaz, ça vaut pour le minerai de cuivre, ça vaut pour le minerai d'aluminium, ça vaut pour le tungstène, le cobalt, le nickel, le zirconium, le lithium, just name it. Ça vaut pour n'importe quelle ressource dont le stock de départ sous terre est disponible en quantité donnée une fois pour toutes. Et donc, pour toutes ces ressources-là, sur lesquelles notre économie est assise, vous aurez quelque chose qui s'appelle le pic. Donc le pic, ce n'est pas une théorie fumeuse, c'est un théorème de maths. Et les théorèmes, comme vous le savez, sont toujours valables dans leur domaine de validité. Il n'y a pas d'exception, sinon ce n'est pas un théorème. L'Agence internationale de l'énergie, alors la presse a totalement passé ça sous silence, totalement, a sorti en décembre 2018 un rapport disant, pour la partie conventionnelle du pétrole, c'est-à-dire ce qui n'est pas shale oil, le pétrole de roche-mer, et ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, tout le reste a passé son pic en 2008. Et depuis, ça décline. Qui en a entendu parler de ce truc-là ? Ça veut dire que notre costume d'Ironman, il va commencer à rétrécir. Les pétroliers que je connais disent depuis longtemps, le sommet de la production mondiale de pétrole, tout confondu, y compris avec le shale oil, etc., c'est 2020, plus ou moins 5 ans, et plus ou moins 5 millions de barils jour. Voilà.
avant que vous ayez mon âge, ça c'est absolument certain, vous verrez l'approvisionnement mondial, sachant que l'européen a déjà commencé à baisser, l'approvisionnement mondial en pétrole se contracter. Et à ce moment-là, vous verrez de la crise de la dette dans tous les sens. Là, c'est sûr que c'est pas besoin de... Alors en Europe, où est-ce qu'on en est sur l'énergie? Vous avez ici la quantité de pétrole disponible en Europe. La quantité de pétrole, c'est à la fois le pétrole qu'on produit nous-mêmes, c'est la mer du Nord, que vous voyez en rose là-dessus, qui a passé son pic en 2000, et c'est le pétrole qu'on importe, dont vous voyez qu'il est passé par un maximum historique au moment des chocs pétroliers et un maximum secondaire au moment du pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, c'est-à-dire 2006 en l'occurrence. Et donc la quantité de pétrole qui rentre en Europe a perdu 14% depuis 2006. Qui en avait entendu parler? Qui pense qu'il y a une autre raison au fait que les émissions de CO2 des transports en Europe aient baissé? Est-ce que c'est parce qu'on a des politiques intelligentes? Pas du tout. On a des politiques qui continuent à être parfaitement connes. On vend de plus en plus de SUV, on continue à faire des autoroutes, des aéroports, on va mettre une nouvelle piste à Roissy. Non, on a des politiques qui continuent à être parfaitement connes. Juste, on émet moins de CO2 parce qu'il y a moins de pétrole à cramer. Point barre. Point barre. D'accord? Par contre, ça fait des gens qui commencent à être privés de pétrole. Ça s'appelle les gilets jaunes et ils ne trouvent pas ça drôle. Ce qui veut dire qu'en Europe, quand la mer du Nord est passée par son pic de production en 2005, qui en avait entendu parler? Personne. Eh bien, l'approvisionnement gazier européen est passé par un pic. Donc même les antinucléaires qui rêvent de remplacer le nucléaire par du gaz, ils ne le remplaceront pas par du gaz, il n'y aura pas le gaz. Alors voilà le meilleur modèle macroéconomique que j'ai trouvé à ce jour, ça s'appelle une droite. La droite, elle vous dit, regarde combien d'énergie tu utilises sur Terre, c'est-à-dire combien de machines tu mets en mouvement, et moi je te dirai quel est le PIB mondial. Ça marche extrêmement bien. L'Italie est un cas d'école où cette courbe-là rebrousse chemin à partir de 2006. Donc l'Italie voit son approvisionnement en pétrole se casser la gueule, pas parce qu'elle l'a choisi, parce qu'elle le subit. C'est exactement la même chose pour la Grèce et pour le Portugal et pour l'Espagne, soit dit en passant. Et à ce moment, le PIB italien rebrousse chemin, quoi que puissent penser les lecteurs italiens. D'accord ? Quoi que puissent penser les lecteurs italiens. Et c'est exactement ce qui nous pend au nez dans tout le reste de l'Europe. Ici, vous avez la variation de l'approvisionnement énergétique dans le monde en vert et la variation du PIB mondial en bleu. Vous voyez que ça marche extrêmement bien. C'est un très bon asservissement parce que c'est les machines qui produisent, j'insiste. Et même dans les services, c'est les machines qui produisent. Dans un service de transport, vous avez des grosses machines. La SNCF, c'est le premier consommateur d'électricité de France. Aucun service ne fonctionne sans des machines. Aucun. Vous allez au restaurant, c'est un service, il y a des machines partout. Il y a des machines qui s'appellent les camions qui ont amené la nourriture, il y a des machines qui s'appellent les tracteurs qui l'ont produite, il y a des machines qui s'appellent les cuisines qui vous les chauffent, etc. Et alors, cette quantité de pétrole qu'on extrait du sol est également un très bon indicateur avancé de l'économie. En rouge, vous avez la variation de la quantité de pétrole qui sort du sol. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. Eh bien, la variation de la production de pétrole dans le monde, c'est l'indicateur avancé qui fonctionne le mieux de la variation du PIB par personne dans le monde. Ça marche extrêmement bien. Donc, c'est pas le pétrole est un truc qui s'achète, j'ai une croissance qui vient de Mars, j'ai plus d'argent et donc j'achète plus de pétrole. C'est le pétrole est un facteur limitant de la production parce qu'il faut des transports pour produire. Et donc, si j'ai moins ou plus de pétrole, je suis capable de plus ou moins transporter et donc je suis capable d'avoir une activité transformative, donc économique, plus ou moins importante. Et comme l'essentiel de cette énergie est fossile, voici le drame des négociations climat. C'est que PIB ou CO2, il faut choisir. Je répète, non, PIB ou CO2, il faut choisir. Si vous voulez plus de PIB, vous aurez plus de CO2 tant que ça passe. Qui a déjà entendu PIB ou CO2, il va falloir choisir quand on parle de la lutte contre le changement climatique? Non, dans les discours politiques. La neutralité qui est physiquement possible, c'est une énorme contraction du PIB. Mais j'insiste, ça ne se fera pas à PIB croissant. C'est physiquement impossible. C'est connu depuis 2 siècles. Ça fait plus d'1 siècle qu'on sait ce qui se passe quand on double la quantité de CO2 dans l'air. Donc, en gros, on connaît très bien le dossier scientifique depuis très longtemps. Les gens qui disent tout ça, c'est des conneries, sont tous des imposteurs. Et alors, retenez bien maintenant 7 éléments que je vais vous donner. Le CO2 étant un oxyde, c'est une molécule qui est chimiquement inerte une fois qu'il est dans l'air. Si demain matin, j'arrête les émissions de CO2, le surplus que nous avons déjà créé, dans 1 siècle, il en restera à peu près la moitié. Dans 1 millénaire, il en restera à peu près 20%. Dans 10 000 ans, il en restera à peu près 10%.
Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le processus est fondamentalement irréversible. Vous n'avez aucune possibilité de revenir en arrière. Aucune. Dit autrement, c'est une expérience qu'on ne fera qu'une fois. Ce qui veut dire que c'est des problèmes qui sont à gérer sur des durées qui dépassent notre entendement et qui dépassent, à l'évidence, un mandat politique. Donc il y a un drame fondamental dans la démocratie, qui est un système court-termiste, comme vous le savez, qui est de réconcilier ce sujet-là, qui est un sujet d'hyper long terme, avec la volatilité d'une démocratie, qui est un système hyper court terme. Alors il y a des effets qui se calment tout de suite si on arrête les émissions. Par exemple, la température s'arrête assez vite de monter. Par contre, le réchauffement de l'océan, lui, il va perdurer pendant des milliers d'années. La fonte des glaces polaires va perdurer pendant des milliers d'années, même si on arrête les émissions demain matin. Donc la dérive climatique qu'on a mise en route fait que maintenant, elle ne s'arrêtera plus. Enfin, l'inertie fait que ça ne s'arrêtera plus. Et que ce qui nous reste encore, ce qui est un énorme choix évidemment, mais ce qui nous reste encore comme possibilité, c'est le fait de la modérer plus ou moins, mais le fait de l'arrêter tout à fait. C'est-à-dire on dit, le jeu ne nous plaît plus, là, stop, on appuie sur le bouton reset, mais ça ne marche pas. Bien évidemment, la situation de départ et le rythme d'évolution changent tout dans les conséquences. Donc si maintenant on dit qu'on va encore réchauffer de 5 degrés parce que ça va être vachement mieux, ce n'est pas complètement sûr. Et en particulier, quelque chose qui n'est pas sûr du tout, c'est que le rythme d'évolution, s'il est 100 fois plus rapide, s'il s'agit de se réchauffer de 4 à 5 degrés en un siècle, c'est toute la différence entre une voiture qui décélère en 10 secondes et une voiture qui décélère en 2 millisecondes. Dans le premier cas de figure, vous êtes un peu secoué, mais tout va bien. Dans le deuxième cas de figure, vous êtes mort. Et pour vous la faire courte mais bonne, même si je ne vous le souhaite pas, un monde qui se réchauffe de 4 degrés en un siècle, pour moi, globalement, c'est la guerre partout. C'est-à-dire qu'il va y avoir une telle compétition pour les ressources qu'aucune société stable n'y résistera. Et c'est en particulier, malheureusement, probablement la fin de la démocratie. Parce que quand ça commence à devenir le bordel partout, les sociétés démocratiques sautent. Voilà, je ne sais pas si ça vous tente, moi, moyen. Très rapidement, 5 degrés de variation de la température planétaire, ce n'est pas un truc anodin. Vous avez ici à quoi ressemblent les écosystèmes européens si on ne les supprime pas pour faire autre chose aujourd'hui. Vous avez ici à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans, pardon. Il y a 20 000 ans, c'est-à-dire au cœur de la dernière ère glaciaire. Alors vous voyez que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas d'Erasmus en Suède, parce qu'il n'y a pas de Suède. Les Scandinaves sont sous 3 km de glace. Et vous voyez qu'il n'y a pas non plus de Manche, puisque l'océan a baissé de 120 mètres. Alors pourquoi l'océan a baissé? Parce que pour faire cet énorme glacier qu'il y a sur la Scandinavie et son grand cousin qu'il y a sur le Canada et le Groenland et l'Antarctique qui ont augmenté de masse, il faut bien avoir pris l'eau quelque part. L'eau, vous l'avez prise dans l'océan, et donc le niveau de l'océan a baissé. Vous voyez que les écosystèmes qu'on trouve en France ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui au nord de la Sibérie, et la population humaine en France à cette époque ne fait même pas la population de la totalité des grandes écoles françaises, c'est dire. La différence de moyenne planétaire que vous avez entre le paysage de gauche et le paysage de droite, c'est juste 5 degrés de réchauffement. C'est juste ça. Donc le monde qui ne s'occupe pas du changement climatique, j'insiste, j'ai 2 enfants qui ont votre âge, donc je ne suis pas en train de dire ça juste pour me faire mousser, c'est un monde conflictuel, violent, dans lequel vous pouvez oublier les promesses de croissance perpétuelle, le plus pour tout le monde, la paix, et le seul problème qui est de savoir comment on fait revenir les touristes japonais à Paris. Je peux vous assurer qu'on aura d'autres chats à fouetter. Et comme par ailleurs, l'expérience est faite pour la première fois, il y a quelque chose d'absolument certain, c'est qu'on ne sera pas capable de tout prévoir. Alors quand je dis « on », c'est communauté scientifique, etc. On ne sera pas capable de tout prévoir. Et quand on n'est pas capable de tout prévoir, ça veut dire qu'on a des surprises. Et une surprise, c'est un truc pour lequel on n'est pas préparé. Et bien là, il y a plein de processus pour lesquels on ne sera pas préparé. Donc l'Allemagne n'était pas préparée pour les inondations qui ont eu lieu cet été. Le Canada n'était pas préparé pour le village qui s'est fait foudroyer là, au milieu de son dôme de chaleur. La Californie n'est pas préparée pour les sécheresses récurrentes qui sont en train de lui tomber dessus, etc. Et plus le temps va passer, plus la quantité d'événements pour lesquels on n'est pas prêt va augmenter. Eh bien, si on veut limiter la hausse à 2 degrés en 2100, il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de maintenant. Il y a 3 années où les émissions ont baissé de 5% dans l'année depuis le début du XXe siècle. 3 années. La première, c'est le paroxysme de la crise de 29, c'est-à-dire 1932. La deuxième, c'est 1945, absolument, parce que ça a été l'éradication de l'Allemagne et du Japon. Et la troisième, c'est 2020, très bien, mise à l'arrêt d'une partie de l'économie pour cause de Covid. Donc, vous voyez, et à chaque fois, la baisse annuelle des émissions a été de 5%.
Donc vous voyez à quoi ressemble dans le monde ce qui permet de baisser les émissions de 5% sur une année, voilà, 3 fois. Donc il faut peut-être sponsoriser les militaires qui sont les seuls capables de faire baisser les émissions. Mais sinon, 32 et 2020, vous voyez, bon, et allez, il faut financer les élevages de pangolins. Bon. Donc retenez cette conclusion très simple, qui est que pour lutter contre le changement climatique dans les bons ordres de grandeur, il faut ralentir l'économie à hauteur de 1 Covid supplémentaire par an. Supplémentaire par an. Voilà. C'est ça, lutter correctement contre le changement climatique. Si on veut rester sous les 2 degrés qui sont aujourd'hui dans toutes les têtes en ce qui concerne le changement climatique à l'avenir, il faut que les émissions mondiales de CO2 baissent de 4% par an à partir de demain matin. D'accord ? Donc demain matin, moins 4% par an. Alors là-dedans, ni les énergies renouvelables, ni le nucléaire ne permettront de compenser cette baisse pour conserver le confort moderne. Donc il faut bien comprendre que de lutter contre le changement climatique, c'est de se mettre au régime. Pour vous donner un exemple, la centrale à charbon allemande de Neurath, si ma mémoire est bonne, elle vous bouffe 50 000 tonnes de charbon par jour. 50 000 tonnes de charbon par jour. Elle vous évacue 10 000 tonnes de cendres par jour. Et donc, quand vous avez de moins en moins de charbon dans un pays, vous n'utilisez pas les importations pour compenser, parce que logistiquement, c'est indémerdable. Et c'est la raison pour laquelle le charbon, pour produire de l'électricité, vous en avez moins de 10% dans le monde qui passe une frontière entre production et consommation. Donc je vais vous le dire encore autrement, le charbon est une énergie domestique. Il faut savoir qu'il y a 8 pays dans le monde qui possèdent 90% de la ressource, et donc que ces 8 pays détiennent une part essentielle de la solution aux problèmes climatiques. Et ces 8 pays sont dans l'ordre, ça change un peu chaque année, les États-Unis d'abord, les premières réserves au monde, la Chine, la Russie, l'Australie, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, là je suis à 7, et l'Inde. Voilà. Ces 8 pays-là tiennent une bonne partie du sort climatique de la planète entre leurs mains. Parce que j'insiste, le charbon, c'est chez eux que ça se passe, et ça ne sort pas de chez eux, parce que le charbon est une énergie domestique. Donc vous avez ici un camembert qui représente les émissions planétaires. Nous sommes bien d'accord. 20%, le gros paquet marron, ça vient des sols centrales à charbon. Donc les sols centrales à charbon dans le monde, c'est 20% des émissions planétaires. Là-dedans, il y en a la moitié qui vient de Chine. 2000 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, il faut toutes les mettre à la ferraille dans les 35 ans qui viennent, je dis bien toutes, si on veut avoir une chance de tenir les 2 degrés. Et là-dessus, nous avons un deuxième problème. Alors non, vous allez me dire, le problème est réglé. Oui, le problème est réglé. Depuis 2015, et depuis M. Fabius qui brandit son grand marteau de commissaire-priseur à la COP21, nous avons réglé le problème climatique. Vous avez ici la concentration en CO2 dans l'air depuis 1995, c'est-à-dire la première conférence des parties de la Convention climat. Donc vous voyez, en 1995, la Convention climat est un grand succès puisque c'est la première, enfin la COP est un grand succès, c'est la première, on a enfin une Convention climat qui s'applique et on va enfin résoudre le problème. Après, on a eu Kyoto qui était un grand succès, Copenhague qui était un grand échec, Paris qui est un grand succès, et vous voyez l'évolution des points. Alors moi, je vous pose une question. Quand vous avez en physique une expérience dont vous voyez que le résultat est indépendant de la valeur d'une variable, vous en tirez comme conclusion que cette variable n'intervient pas dans le résultat de l'expérience. Donc, j'en tire une conclusion qui est que ce que la presse dit sur une COP est indépendant de ce qui se passe. Juste pour garder un autre élément en tête, dans un rapport que le GIEC a rendu il y a quelques mois sur changement climatique et terre, il y avait un graphique qui disait qu'à partir de 3 degrés de hausse, on considère qu'il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Et vous vous rappelez que les déclencheurs des révolutions, c'est toujours quand les gens n'ont pas à manger. Vous avez ici l'évolution de l'humidité des sols sur un certain nombre de terres émergées. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fonction du nombre de degrés de réchauffement global, la perte d'humidité des sols du bassin méditerranéen. Donc vous voyez en gros que les sols perdent 10% d'humidité, 10% de contenu en eau par degré de réchauffement. Des sols moins humides, c'est des cultures qui se passent moins bien. Donc c'est une production agricole qui baisse, et vous appliquez ça à une population qui augmente. Et quand vous avez plus de quoi payer vos importations alimentaires
alors que votre population n'a pas de quoi se nourrir avec la production domestique et qu'elle est de plus en plus importante, et bien vous avez des émeutes de la faim, comme en 2010-2011, et derrière, vous avez des réfugiés qui arrivent en Europe. Alors ça s'est produit à petite échelle, ça va augmenter de façon absolument évidente. À 1,1 degré, vous avez déjà certaines récoltes qui perdent 40, 50, 60% une année. Par exemple, la récolte de blé dur au Canada, cette année, va perdre la moitié. La récolte de blé en Russie, en 2010, a perdu 40%. La récolte de vignes ou de fruitiers en France, cette année, va perdre quelques dizaines de pourcents, etc. Donc, quelques dizaines de pourcents, avec 1,1 degré de réchauffement, on se le paye déjà de temps en temps. Donc, vous imaginez qu'avec 2 degrés, on rentre déjà dans le dur des choses désagréables. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens, je dis bien des milliards de gens, et il a le potentiel de déclencher la guerre partout sur Terre. Le GIEC, dans un rapport qui a été rendu il n'y a pas très longtemps, qui sur le changement climatique et Terre, disait qu'à partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne, il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et l'insécurité alimentaire déclenche une insécurité politique partout, parce que vous connaissez le vieux dicton « ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, particulièrement infernale.